Dans cet exercice, on considère une particule qui peut se trouver à chaque seconde, soit en A, soit en B, soit en C. Quand la particule est en B, elle y reste. Quand la particule est en A, à la seconde suivante, de manière équiprobable, elle se retrouve sur l'un des trois sommets du triangle. Et quand la particule est en C, elle y reste avec une probabilité de 1/3 et elle va en B 7 fois plus souvent qu'en A. On va donc déjà commencer par déterminer cette quantité-là ainsi que celle-là. Si je note petit a, cette quantité-là, ici j'ai 7A. Or, quand je suis en C, soit j'y reste, soit je vais en A, soit je vais en B. Aussi, A plus 7A plus 1/3 doit être égal à 1. Ce qui donne A égale 1/12 et donc ici 7/12. On note A indice n, l'événement, la particule est en A à la nème seconde. Et on définit de même les événements Bn et Cn. Dans la question 1, on nous demande que valent A1, B1, C1. La réponse est ici. À la première seconde, elle se pose au hasard de façon équiprobable sur l'un des sommets. Donc A1 égale B1 égale C1 égale 1/3. Question 2. Il nous demande d'exprimer petit n plus 1 en fonction de petit an, petit bn et petit cn. On s'intéresse donc à la probabilité que la particule soit en A à la n plus unième seconde. Et dès qu'on me parle de la probabilité pour la particule d'être en A à la n plus unième seconde, ma réaction immédiate est « ça dépend ». Où était-elle à la nème seconde? On est donc dans une situation typique d'utilisation de la formule des probabilités totales, où on va partitionner l'univers des possibles en trois situations. La situation où la particule est en A à l'instant n, la situation où la particule est en B à l'instant n, et la situation où la particule est en C à l'instant n. En appliquant la formule des probabilités totales à cette configuration-là, on obtient que la probabilité de an plus 1 est égale à la probabilité de an plus 1 inter an plus la probabilité de an plus 1 inter bn plus la probabilité de an plus 1 inter cn. On a donc an plus 1 qui est cette probabilité-là, qui est égale à cette probabilité-là qui est aussi égale à la probabilité de an multipliée par la probabilité d'être en A à l'instant n plus 1, sachant qu'on était en A à l'instant n, et qui vaut donc 1/3, plus cette probabilité-là, qui est égale à la probabilité d'être en B à l'instant n, multipliée par la probabilité d'être en A à l'instant n plus 1, sachant qu'on était en B à l'instant n, et qui vaut donc 0, plus cette probabilité-là, qui est égale à la probabilité d'être en C à l'instant n, multipliée par la probabilité d'être en A à l'instant n plus 1, sachant qu'on était en C à l'instant n, et qui vaut donc 1/12. Et de manière tout à fait analogue, on obtient de même Bn plus 1 et Cn plus 1 en fonction de An, Bn et Cn. Ces relations-là sont pour l'instant valides pour n supérieur ou égal à 1, car les suites An, Bn, Cn étant ces probabilités-là, elles existent à partir de n égale 1, puisque les événements grand An, grand Bn et grand Cn sont définis à partir de n égale 1. L'énoncé souhaite donner des valeurs artificielles à A0, B0, C0 pour que ces relations-là soient également valides pour n égale 0. C'est-à-dire, il nous demande de trouver des valeurs de A0, B0, C0 pour que l'on ait ces relations-là. Et on voit tout de suite que ces relations-là sont validées quand je prends A0 égale 1 et B0 et C0 nul. Dans la suite, on va donc prendre A0 égale 1 et B0 et C0 nul
pour que les relations établies soient valides dès n égale 0. Maintenant, dans la question 3, il nous demande de montrer que la valeur de C indice n est celle-là pour tout n supérieur ou égal à 0. Et comme indication, ils nous disent de rechercher une relation linéaire d'ordre 2 sur la suite Cn, c'est-à-dire une relation linéaire entre Cn plus 2, Cn plus 1 et Cn pour n supérieur ou égal à 0. On commence donc par exprimer Cn plus 2 en se servant de cette relation-là. On veut maintenant se débarrasser de An plus 1, on va donc utiliser cette relation-là. Mais en faisant cela, apparaît du An dont je ne veux pas. Il faut donc que j'arrive à exprimer An uniquement en fonction de Cn, Cn plus 1, voire Cn plus 2. Or, quand je prends la troisième relation, elle me permet d'exprimer An uniquement en fonction de Cn et Cn plus 1. Aussi, en partant de cette relation-là et en y remplaçant An plus 1 par cette quantité-là, puis en remplaçant un tiers de An par cette quantité-là, on obtient cette relation-là qui lie Cn plus 2, Cn et Cn plus 1 pour tout n supérieur ou égal à 0. En d'autres termes, la suite Cn vérifie cette relation linéaire-là d'ordre 2. Comment maintenant en déduire la valeur de Cn? On commence par écrire l'équation caractéristique associée à ma relation linéaire d'ordre 2. On trouve deux solutions réelles, 1/2 et 1/6. On en déduit la forme générale de Cn, à savoir lambda 1/2 puissance n plus mu 1/6 puissance n pour tout n supérieur ou égal à 0. Et comment faire pour trouver les valeurs de lambda et mu? On utilise les conditions initiales, à savoir les valeurs de C0 et de C1, ce qui nous donne lambda égale 1 et mu égale 1 tiers, et donc le résultat souhaité. Dans la dernière question, on nous demande d'en déduire An et Bn pour n supérieur ou égal à 0. Pour avoir An, il suffit d'utiliser cette relation-là qui permet d'exprimer An en fonction de Cn et Cn plus 1 que l'on connaît désormais. Et pour avoir Bn, il suffit de se rappeler que grand An, grand Bn, grand Cn constitue un système complet d'événements aussi pour tout n supérieur ou égal à 1, An plus Bn plus Cn égale 1. Et cette relation-là est aussi valide pour n égale 0 vu que l'on a posé A0 égale 1 et B0 et C0 nul. Et on a donc An plus Bn plus Cn qui vaut 1 pour tout n supérieur ou égal à 0. Et on en déduit donc Bn vu que l'on connaît Cn et An.